Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Ouganda et à son président Yoweri Museveni. Mes trois invités sont restés avec moi. Franklin Nyamzi, vous êtes professeur agrégé de philosophie et analyse politique. Merci d'être resté avec moi. J'ai le journaliste Si Makosso, merci à vous également d'être resté, de même que Saliou aussi Salvané, vous êtes consultant en géopolitique. Merci. Merci à vous. Une révision constitutionnelle qui ne passe pas, une opposition mobilisée. Son chef de file, Kizza Besigye, qui est incarcéré, le président Yoweri Museveni, réussira-t-il à juguler la crise politique qui secoue son pays? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamaka, commenté Graziela Chakonte. Ils n'en veulent pas de cette révision constitutionnelle. Mardi 26 septembre 2017, nous sommes à l'intérieur de l'Assemblée nationale ougandaise. Une bousculade généralisée s'installe, des chaises propulsées en l'air et des coups de poing. En cause, la révision constitutionnelle qui divise au plus haut niveau de la classe politique ougandaise. 25 députés ont été immédiatement renvoyés du Parlement suite à leur protestation. Ce projet de révision constitutionnelle veut permettre au président Yoweri Museveni de briguer un 6e mandat consécutif en 2021. Le baroudeur infatigable, champion du ring politique ougandais depuis 1986, souhaite à nouveau modifier la Constitution afin de supprimer la limite d'âge pour les candidats. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. La présentation du projet de loi a provoqué une manifestation durement réprimée à Kampala et a abouti à l'arrestation de l'opposant historique Kizza Besigye, leader du Forum pour le changement démocratique. Nous ne l'autoriserons pas, nous n'allons pas nous incliner, nous allons nous lever et défendre la constitution de l'Ouganda. Nous la défendrons coûte que coûte. Déjà en 2005, la Constitution avait été modifiée. La limitation à 2 mandats présidentiels avait été supprimée par un simple amendement constitutionnel, permettant ainsi au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, de se représenter pour un 3e mandat. Il a ainsi été réélu en 2006, puis en 2011. La Constitution est la charte fondamentale. À partir de ce moment-là, c'est elle qui sépare et qui organise les rapports de pouvoir dans le système politique. Et donc, s'il va avoir un autre mandat, il est obligé de toucher à la Constitution, qui a la force juridique supérieure à celle du droit électoral et qui organise les grandes lignes sur lesquelles se fonde la loi électorale dans un pays. Peut-être qu'il peut apporter d'autres nouveautés à son pays, mais je pense qu'il doit aussi entendre la volonté du peuple d'aller vers une démocratisation et un pluralisme avancé dans son pays. Mais c'est le peuple ougandais pourrait arbitrer en dernière instance. Déjà en 2005, la Constitution avait été modifiée. La limitation à 2 mandats présidentiels avait été supprimée par un simple amendement constitutionnel, permettant ainsi au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, de se représenter pour un 3e mandat. Il a ainsi été réélu en 2006, puis en 2011. Bien sûr que nous voulons déclencher un changement politique. Nous voulons que les gens s'impliquent. Quand ils feront cela, il y aura du changement. Vous savez cela. Je sais cela. Donc, cette sensibilisation de masse n'est pas pour faire le show. Le seul objectif est d'essayer de changer nos vies. Et si nous voulons changer nos vies, alors nous devons changer de dirigeants. Le 18 octobre 2017, une manifestation contre la suppression de la limite d'âge pour être candidat à la présidentielle a été réprimée, causant la mort d'un membre de l'opposition. Ce jeudi 26 octobre 2017, un autre mouvement de protestation a été interdit. Monsieur Makosso, très rapidement, on voit l'opposition ougandaise très mobilisée, très déterminée à empêcher cette révision constitutionnelle qu'entreprend le président Yoweri Museveni. Réussira-t-elle?
Je pense qu'il faut l'espérer, puisque c'est aussi ce combat que mène cette opposition. Il faut quand même dire que l'expérience dans la sous-région n'a pas été assez favorable pour les opposants. Hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un a voulu changer, il a changé librement. Que vous partez de Kampala à Brazzaville, bientôt jusqu'à Libreville, je pense qu'aujourd'hui, ces volontés de changement sont plus ou moins bien maîtrisées par les acteurs. Quand vous entendez aujourd'hui l'opposition ougandaise, c'est bien qu'elle soit montée au créneau, mais on se rend aussi compte que finalement, tout à l'heure, on a présenté plus ou moins l'homme qui est un fin politique. Un stratège. Un stratège. Donc aujourd'hui, il a mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et on se rend aussi compte que finalement, ça va être assez compliqué. Mais l'homme ayant encore plus d'un tour dans son sac, il pourra arriver jusqu'au bout. C'est fort possible. Jessie Salvané. Oui. Le vent de la démocratisation, on le voit, continue de souffler. Et les soulèvements contre les révisions constitutionnelles, l'Ouganda n'en a pas l'exclusivité. On sait ce qui se passe dans les autres pays, c'est quoi? Le pays réussira, en tout cas l'opposition réussira effectivement à faire entendre sa voix cette fois-ci et à dire halte à tout 6e mandat. Mais si l'opposition veut réussir, il faut qu'elle arrive à mobiliser les organisations de la société civile, qui ait une adhésion populaire, c'est-à-dire par la base. Or, l'Ouganda, le parti au pouvoir, le National Resistance Movement, a été pendant un certain temps un parti quasi unique. C'est après qu'il y a eu le multipartisme. Et dans les zones rurales, les gens ont intégré cette chose de façon à ce que vous voyez, par exemple, pour les élections législatives de 2016, ceux qui n'ont pas été aux primaires, enfin, qui n'ont pas remporté les primaires et qui se sont présentés contre les candidats du National Resistance Movement, se sont quand même présentés comme des membres du parti, mais en indépendant. En indépendance. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Ça veut dire que c'est un parti qui, surtout dans les zones rurales, est l'incarnation de la stabilité. Mais la figure de son chef, comme on l'a dit tout à l'heure, est une figure quasi titulaire, monarchique, hein, qui fait que la sociologie politique ougandaise joue en faveur du président Yoweri. La sociologie politique, je me demande, je pense que dans les zones urbaines, cette fronde contre le changement de constitution va passer, mais supposons que M. Museveni, comme n'a pas réussi à le faire, Blaise Compaoré, demande l'organisation d'un référendum. Oui. Vous imaginez à l'avance le résultat. Oui. Donc c'est pour vous dire... Vous pensez que sans truquer, il remporterait le oui remporterait? Parce que l'homme reste populaire, dites-vous. Je me dis que dans les zones rurales, dans l'ensemble, il reste une figure incontournable de la scène politique. Il est perçu comme une figure titulaire. Alors que les militants de l'opposition ont un ancrage plus local. Alors que lui, il a... Plus urbain aussi. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Plus urbain auprès des jeunes, surtout. Niamzi, nous sommes à nouveau en face de l'éternelle question de la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique. Il y a quelques jours, le président Alpha Condé de la Guinée, qui est le président d'exercice de l'Union africaine, déclare la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels doit être une question africaine et non résulter d'injonctions extérieures, notamment des Occidentaux. Et le cas ougandais nous replace à nouveau devant cette question. Quel est votre avis sur cette question? Faut-il limiter, oui ou non, les mandats présidentiels sur le continent? Voilà. Alors, on retrouve ce que je disais au départ de cette émission, de la discussion que nous menons, c'est le conflit des 3 ou 4 légitimités. D'accord? Il y a en Ouganda une constitution qui date de, globalement, 1995, octobre 1995. Et cette constitution dit dans quelles conditions elle-même peut être révisée. Je n'ai pas eu le temps de lire les 288 articles de la Constitution en question, mais je me suis intéressé essentiellement au chapitre 18, celui qui parle de « Amendment of the Constitution ». Dans quelles conditions la Constitution peut-elle être amendée? Et c'est très clair. De l'article 259 à 263, il est dit que la Constitution peut être amendée s'il y a un projet de loi à l'initiative de 2/3 des parlementaires et si ce projet de loi, par la suite, est soumis au référendum du peuple pour un certain nombre d'articles de la Constitution. D'accord. Eh bien, parmi les articles de la Constitution qui peuvent être modifiés sans passer par le référendum, il y a justement le fameux 102 B.
Et donc alinéa B. Oui. Il s'ensuit que, d'un point de vue formel, aucun constitutionnaliste ne vous dira que la majorité parlementaire du président Museveni ne peut pas prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. Donc jusque là, on est dans la légalité constitutionnelle. Oui, parce qu'il a les deux tiers. Là, c'est la légalité constitutionnelle. Oui. D'accord. Maintenant, il y a une autre légalité. C'est la légitimité qui vient plutôt ici de cette pratique de la démocratie qui veut qu'il faut favoriser l'alternance de telle façon que les citoyens puissent justement choisir entre des forces politiques nouvelles de nature à porter l'avenir. Et c'est une légitimité morale. Elle n'est pas constitutionnelle, celle-là. Enfin, il y a une troisième légitimité, c'est la légitimité traditionnelle qui vient de l'histoire longue de l'Ouganda. Dans ce pays-là, les chefs quittent le pouvoir soit en étant renversés, soit en mourant. Et c'est ce qu'on a observé pratiquement sur tous les précédents chefs. Le roi Mutesa est renversé, c'est pour ça qu'il quitte le pouvoir. Oui. Milton Obote est renversé, c'est pour ça qu'il quitte le pouvoir. Idi Amin Dada est renversé, c'est pour ça qu'il quitte le pouvoir. Et Museveni tient l'armée avec un background de soutien au Burundi, au Rwanda et la clémence de l'establishment de Washington. Oui. Il est en situation d'imposer littéralement à son opposition un rouleau compresseur avec l'absence d'un hinterland pour se réfugier en cas de répression qui est tel que l'opposition est cantonnée dans les villes, la police et la gendarmerie et les forces anti-émeutes sortent, gaz, arrête, il en est pratiquement à sa 12e arrestation, M. Bezikié. Oui, c'est ça. Donc, il a l'habitude des prisons. À mon avis, la clé de cette affaire, elle est la suivante. Laquelle de ces légitimités doit passer en premier? Moi, votre réponse est laquelle? Ma réponse est la suivante. Il faut que les procédures qui font élire les députés, qui font élire le président de la République, qui font mettre en place les référendums, que ces procédures ne soient jamais entachées de fraude grave. Parce que si ces procédures sont entachées de fraude grave, il s'ensuit que toute décision qui va être prise à l'issue de ces procédures sera en rupture avec le point de vue de la majorité des Ougandais. Or, ce que je constate en Ouganda comme un peu partout en Afrique, c'est que les oppositions se plaignent énormément, et souvent avec raison, de nombreuses fraudes dans la procédure d'élection des députés, de nombreuses fraudes dans la mise en place des référendums. Je crois que la vraie clé à cette affaire, c'est si la majorité du peuple ougandais a décidé librement, en 1995, que c'est comme ça que la Constitution se révise. Il s'ensuit que les revendications de l'opposition étant formellement et substantiellement illégitimes, elle doit reculer. Mais si, en réalité, M. Museveni est au pouvoir au prix d'élections présidentielles truquées, si la majorité des 2 tiers à l'Assemblée nationale a été constituée au prix de trucage, nous sommes ici, justement, dans une illégitimité maquillée de démocratie. Mais il y a une chose qui se mord la queue, en fait. Hein. Voilà. Non, mais il y a une chose aussi dont on n'a pas... Enfin, qu'il faut on reviendra sur un point qu'il a évoqué, quand même, qui est essentiel, mais allez-y d'abord. Il y a un point, quand même, qu'il faut que nos auditeurs... bon, c'est courant dans plusieurs de nos pays, c'est que la famille et la parentèle du président a à un tel point trusté l'État, le monde des affaires et les forces de sécurité. Son fils est le chef de la force d'élite, sa femme est ministre, son frère est un des patrons de l'armée, etc., etc. Voilà. Ce qui fait que vous avez un État... un État-parti qui fait... On ne va pas demander aux familles des présidents d'aller au chômage. Ils ont le droit de travailler, de laisser le métier de leur choix. Non, mais il faut que les auditeurs comprennent bien l'architecture. Tout à fait. Voilà. Mais le professeur a évoqué un point important sur lequel il faut quand même qu'on donne notre avis, c'est la question de la transparence des modes de désignation des leaders, des dirigeants. On a vu dans un pays de l'Afrique de l'Ouest récemment où il y a une crise qui prend et qui s'accentue, le gouvernement dit, si vous pensez que vous êtes populaire, allons aux élections. On verra bien qui soutient le peuple. Vous pensez effectivement que le problème est plus au niveau de la transparence des élections qu'au niveau de la Constitution ou qu'au niveau de la limitation du nombre des mandats présidentiels. Si oui, comment faire pour rendre plus démocratique les scrutins, les processus électoraux? Pour arriver à un... Pour qu'on arrive à un processus électoral transparent, c'est tout un travail de sociologie, de combat politique. C'est-à-dire qu'il faut que les forces, il faut que sur le plan interne, de la base au sommet, il y ait un travail politique
qui fasse que, qui produisent des scrutins qui soient transparents. La plupart de nos États, malheureusement, n'en sont pas là. Il y en a quelques-uns. Oui. Je prendrai le cas du Sénégal, par exemple, qui a donné la preuve récemment de transparence, puisque c'est un pays qui a eu au moins 2 alternances. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas courant dans nos pays. Bon, il y a des vainqueurs quand même. Non, c'est une question de sociologie politique. Chaque pays a sa singularité, mais nous avons quand même une tendance, une constante dans nos États, c'est que nos processus électoraux... En fait, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vrai ce que vous dites, mais qui a intérêt aujourd'hui que ça soit transparent, déjà, parmi les gens qui organisent? Enfin, les opposants, il faut le dire vite, parce que quand ils sont là à leur tour, il y a toujours le problème de transparence qui se pose. Parfois, c'est pire même. Oui, donc il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, il y a d'abord, auprès des acteurs, la volonté de s'éterniser qui prime sur la transparence des résultats pour les élections présidentielles. Professeur, très rapidement, et là aussi c'est un point important. Est-ce que finalement, cette situation de crise vient d'une certaine manière de la perversion même de la politique qui est devenue un gagne-pain? Alors, moi je ne dirais pas qu'il s'agit de la perversion de la politique. Il s'agit du fait que dans de nombreuses sociétés politiques sur le continent, une vision civilisationnelle. Alors, quand c'est dit par le président Macron, c'est mal vu, parce que c'est le président français. Il y a une vision civilisationnelle qui n'est pas, pour le moment, prégnante. C'est-à-dire l'importance de l'intérêt général, l'intérêt supérieur du pays, du continent, par rapport aux carrières politiques individuelles. Tant que cette tradition qui est de nature spirituelle, qui suppose qu'on soit comme Senghor ou comme, une forme de transcendance. Comme les chefs d'État du Bénin, capables de quitter le pouvoir et de vivre après le pouvoir. En Occident aussi, dans les pays occidentaux aussi, non. Le problème existe. Hein. Le problème existe parce que c'est humain. C'est un problème humain. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous, en Afrique, justement, à cause de cette mixture où le pouvoir du chef est perçu comme un pouvoir traditionnel, un pouvoir religieux et un pouvoir militaire, à cause de cette légitimité contradictoire, il y a du mal à laisser émerger une légitimité qui est celle de la transparence, de la délégation de pouvoir du peuple, et de s'effacer quand celle-ci n'est véritablement pas garantie. Alors, il faut des dirigeants capables de recevoir le pouvoir du peuple et de rendre le pouvoir au peuple et ensuite de s'occuper, comme M. Museveni, de leurs vaches ou de leur classe. Oui, mais il y a un facteur de perversion. Très rapidement, mais il y a un facteur la France est passée par là aussi. Hein. Bien sûr, tous les pays, bien sûr. Jusqu'en 68, bien sûr. Le jeu politique français, on l'évoque parce que tous les pays passent par là. Voilà. Donc voilà. Est-ce que finalement ce n'est pas une question de temps, c'est-à-dire qu'au fond nous sommes sur le chemin, nous allons à notre rythme. Le temps politique il est long. Le temps politique, il est long. Mais il y a une perversion de nos systèmes politiques qu'on n'a pas évoqué, qui a été théorisée par un politiste anglais, Alex Deval, c'est le political market. C'est que le poids de l'argent, le poids de l'argent. Regardez, on parle de l'Ouganda, mais quand il y a les campagnes électorales, même quand elles ont lieu dans les campagnes, les gens viennent avec des liasses de shillings. C'est la même question. Et les montrent. C'est que... vous pensez qu'en Occident, c'est pas... Non, je n'ai pas dit, je ne dis pas. Mais dans nos contrées, avec nos situations, c'est encore plus prégnant. Mais c'est un phénomène, si vous allez en Amérique latine, c'est la même chose. Ah, mais tout à fait. Alors, voilà. Il faut aussi prendre en compte l'Afrique. Hein, il faut aussi prendre en compte un aspect, en fait. Hein, c'est le syndrome du héros. Il faut quand même dire que tous ces gens qui arrivent aujourd'hui, ils ont la légitimité aussi d'être des héros. Parce que Museveni, aujourd'hui, il ne se prend pas pour n'importe qui. C'est quand même lui qui est venu terrasser tous les autres qui étaient là, qui aujourd'hui s'est imposé. Et quelque part, pour lui, il a toute la légitimité de rester là parce qu'il ne voit pas pourquoi devrait-il laisser. Comme Mugabe. Alors que, voilà, comme Mugabe et un peu comme tous les autres hein, qu'on voit aujourd'hui. L'homme n'est pas qu'influent en Ouganda, il l'est aussi dans la sous-région. Et quelles sont les influences géopolitiques véritables du président Yoweri Museveni et de son pays, l'Ouganda, dans la sous-région et sur le continent? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.